Et si la crise qui ronge le Sahel n'était pas une simple fatalité, mais l'arme invisible d'une guerre moderne contre toute l'Afrique? Cette question, aussi troublante qu'essentielle, mérite d'être posée avec gravité. Depuis des décennies, le continent africain subit des vagues successives de crises, mais jamais le sentiment d'un piège savamment orchestré n'a été aussi palpable. Cette interrogation dérange surtout depuis la déclaration coup de tonnerre d'Ibrahim Traoré à Bamako, soigneusement étouffée par la plupart des médias occidentaux. Qu'a-t-il donc révélé pour que le silence soit si pesant? Un hiver noir approche, prévient-il. Pas une saison ordinaire, mais un piège soigneusement tissé pour paralyser les avancées africaines. Ce Black Winter n'est pas qu'une image, c'est la désignation d'un plan glacial, où chaque hausse de tension, chaque vague d'instabilité sert un objectif précis: geler l'élan d'une Afrique qui tente de se redresser et l'enfermer dans une nouvelle ère de dépendance. L'histoire nous enseigne que chaque grande crise, chaque hiver rigoureux, a été précédé de signaux négligés. Comme lors de la chute de l'empire du Songhai, où, en sous-estimant les menaces extérieures, les souverains ont perdu le contrôle de leur destin. Aujourd'hui, le Black Winter n'est pas qu'un concept abstrait, il se manifeste dans la vie quotidienne de millions de personnes. Pourquoi ce sujet brûlant reste-t-il tabou dans les grands journaux? Parce que le Sahel s'est transformé en épicentre d'un affrontement titanesque. D'un côté, la soif de souveraineté des peuples, de l'autre, la volonté féroce de puissances étrangères de garder la main mise. Ici, tout se joue, les richesses du continent, l'avenir politique, la réputation de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce silence médiatique n'est pas anodin. Il rappelle les heures les plus sombres de l'apartheid en Afrique du Sud, lorsqu'aucun média international n'osait dénoncer l'injustice, de peur de froisser des intérêts économiques. De la même manière, l'Afrique du Sahel subit aujourd'hui une forme de censure par omission. Derrière les apparences de chaos, une logique implacable se dessine: transformer la crise en arme, afin que les ressources, les voix et même les rêves africains restent prisonniers sous la glace du contrôle extérieur. Le signal d'alarme est lancé. Ignorer cet avertissement, c'est risquer d'hypothéquer un siècle supplémentaire d'indépendance. Notre génération tient le destin entre ses mains. En négligeant ce message, nous risquons de répéter l'erreur des sociétés amérindiennes face à la colonisation. Sous-estimer la puissance de la stratégie adverse, c'est offrir son propre avenir en sacrifice. Mais comment cette stratégie du grand froid s'est-elle imposée? Pour saisir l'ampleur du danger, il faut remonter à la naissance de ce plan obscur. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut plonger dans les coulisses de la crise sahélienne. C'est là que le puzzle du Black Winter commence à prendre forme, tel un iceberg dont la masse cachée sous la surface échappe encore à la plupart des regards. Chaque crise, chaque tension, chaque mouvement de foule, chaque attaque terroriste s'inscrit dans un schéma plus vaste, pensé pour affaiblir et fragmenter la région. Derrière chaque carte de conflit, il y a des destins fracassés, des familles dispersées et une question qui brûle: pourquoi l'Afrique, si riche en ressources, reste-t-elle prisonnière de la vulnérabilité? Cette contradiction n'est pas nouvelle. Déjà, dans les années 50, Kwame Nkrumah dénonçait le paradoxe d'un continent qui nourrit la planète mais dont les enfants meurent de faim. Aujourd'hui, cette question résonne avec une acuité renouvelée. Regardons Moussa. Moussa était cultivateur, père de 3 enfants. Pendant des années, il a labouré la terre rouge du Sahel, transmis ses savoirs, bâti patiemment un foyer. Mais un soir, des hommes armés sont arrivés, incendiant son village, forçant chaque famille à fuir dans la nuit. Moussa n'a pas perdu sa maison à cause d'une sécheresse, mais à cause d'une mécanique de violence qu'il ne comprend pas et qui broie la vie de millions d'innocents. Son histoire est celle de tant d'autres, de Mariam, contrainte de traverser des centaines de kilomètres à pied pour chercher refuge, ou d'Abdoulaye, jeune instituteur, dont l'école a été fermée par mesure de sécurité. Comment cette spirale s'est-elle mise en place? Pour le comprendre, il faut observer les dominos, tombés les uns après les autres, souvent poussés de loin. L'un des premiers fut la chute de Kadhafi en Libye, il y a plus de 10 années. Cette intervention, vantée comme une victoire démocratique, a surtout ouvert la porte à des torrents d'armes, de combattants et d'instabilité qui ont traversé le désert. Avant cela, rappelons la guerre civile au Libéria dans les années 90, qui avait déjà illustré comment l'effondrement d'un État peut entraîner toute une région dans la tourmente. Ce chaos n'a rien d'un hasard. Il est la conséquence directe de décisions prises à des milliers de kilomètres, sans égard pour les peuples du Sahel. Depuis, la militarisation s'est accélérée. Missions étrangères, promesses de sécurité et de développement, mais surtout peur, division et dépendance accrue.
Des milliards de dollars injectés, des milliers de soldats venus d'ailleurs, et pourtant la carte de l'insécurité s'étend, chaque année davantage, grignotant les espoirs de paix. Prenons l'exemple du Mali. Depuis l'intervention militaire étrangère en 2013, le pays compte plus de 2 millions de déplacés internes, selon les chiffres des Nations Unies. Malgré la présence de contingents armés venus de France, d'Allemagne, du Tchad et d'autres pays, les attaques djihadistes se sont multipliées, touchant désormais même les zones autrefois épargnées. En Centrafrique, un modèle similaire a émergé. Chaque nouvelle mission de maintien de la paix a été suivie d'une recrudescence des violences et d'une fragmentation politique accrue. Ce cercle vicieux ne s'est pas refermé par hasard. Il profite à certains. Tant que la région demeure instable, ses ressources, or, uranium, pétrole, restent accessibles à bas prix pour des intérêts extérieurs. Tandis que Moussa peine à nourrir les siens, d'autres s'enrichissent sur la misère et le chaos, loin des regards. L'histoire du Congo, pillé pour son caoutchouc et son cuivre au début du XXe siècle, se répète aujourd'hui à travers l'exploitation du lithium, du coltan et de l'or dans des conditions tout aussi iniques. Il ne s'agit pas seulement d'une tragédie humaine, mais d'une manipulation structurelle. Ceux qui tirent les ficelles du Sahel n'ont aucun intérêt à voir la souveraineté et la stabilité s'installer. Fermer les yeux sur ces jeux, c'est accepter que la crise devienne une fatalité et que des générations entières soient sacrifiées sur l'autel de la cupidité. Les conflits du Moyen-Orient, manipulés pour l'accès au pétrole, servent ici de précédent glaçant. Mais cette fatalité n'est plus acceptée. Une nouvelle génération portée par la diaspora commence à changer la donne. Des jeunes ingénieurs, des entrepreneurs, des artistes s'organisent donc pour reprendre le contrôle de leur destin. La diaspora sénégalaise à Paris a par exemple lancé des collectifs pour financer la reconstruction d'écoles détruites dans la région de Kolda. À New York, des étudiants maliens organisent donc des campagnes de sensibilisation pour dénoncer la désinformation occidentale sur la situation au Sahel. 3 indices, 3 pièges. Comment flairer le danger avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre la Black Winter exige de percer le brouillard. Derrière la cacophonie, 3 signaux tranchants percent l'ombre. Les ignorer, c'est tendre la main à la catastrophe. Premier signal, la guerre par procuration progresse masquée. Du jour au lendemain, des groupes armés surgissent, équipés d'outils ultramodernes qu'ils n'avaient jamais possédés. Drones furtifs, communication codée, armes high-tech, rien de tout cela n'éclot spontanément. Cette synchronisation soudaine, impensable, sans appui extérieur, change le Sahel en laboratoire pour des puissances qui opèrent masquées. Ce phénomène rappelle la guerre du Vietnam, où les grandes puissances finançaient et armèrent en des factions locales pour défendre leurs propres intérêts sans s'exposer directement. Exemple concret, en 2022, plusieurs villages du nord du Burkina Faso ont été attaqués par des groupes utilisant des drones de reconnaissance, une technologie jusqu'alors inconnue dans la région. Les enquêtes menées par des journalistes indépendants ont révélé que l'approvisionnement de ces groupes provenait de réseaux internationaux, confirmant la thèse d'une guerre par procuration. Deuxième signe, la guerre de l'information fait rage. Une vague de désinformation inonde les réseaux, sème la peur, le doute, la division. Les rumeurs galopent, orchestrées par des stratèges invisibles. Leur mission ? Saboter la confiance, fracturer la solidarité, pousser les citoyens à se méfier, à s'isoler, jusqu'à ce que chacun doute de son propre camp. Ce type de stratégie a été observé lors du printemps arabe, où la diffusion massive de fausses informations a précipité la chute de plusieurs régimes. Sur WhatsApp, Facebook, Twitter, circulent des messages annonçant des attaques imminentes, des fausses alertes sur des coupures d'eau ou d'électricité, ou encore des appels à la haine intercommunautaire. En Côte d'Ivoire, avant la crise post-électorale de 2010, la manipulation des médias sociaux avait déjà servi à enflammer les tensions ethniques. Aujourd'hui, les stratèges de la désinformation utilisent des algorithmes sophistiqués pour cibler la jeunesse sahélienne, la pousser au désespoir ou à la colère. Troisième piège, la prédation des ressources s'intensifie sous le chaos. Profitant de l'instabilité, des multinationales imposent donc des contrats miniers iniques à l'Afrique. Les sols sont vidés, l'or et les minerais s'envolent au rabais, ne laissant sur place que misère et ruine. Fatoumata, entrepreneur visionnaire, bute contre un marché verrouillé par des intérêts étrangers. David, fils de la diaspora revenu investir, voit son projet s'aborder par des entraves soudaines, tandis que les richesses du sous-sol s'évaporent au profit d'autrui. Un exemple frappant, au Niger en 2018, des contrats miniers ont été signés à des conditions si défavorables que moins de 2% de la valeur extraite revenait à l'État. Pendant ce temps,
Les populations locales n'ont vu aucune amélioration de leur vie quotidienne, bien au contraire. Les villages autour des mines d'uranium d'Arlit manquent pas d'eau potable, alors que le précieux minerai alimente des centrales nucléaires à des milliers de kilomètres. Le constat est glaçant. Ignorer ces alertes, c'est ouvrir grand la porte à l'asservissement économique et mental. C'est laisser filer nos trésors, notre avenir et même notre volonté au nom d'une stabilité factice, qui ne profite qu'à ceux qui manipulent les ficelles. L'histoire du cacao en Côte d'Ivoire, où les producteurs n'ont jamais touché qu'une infime partie de la valeur réelle de leur récolte, illustre cette dépossession systémique. Mais le piège n'a pas encore claqué. Malgré l'attaque en tenaille partout sur le continent, une génération lucide s'éveille. Une jeunesse déterminée, épaulée par la diaspora, refuse de voir son destin écrit par d'autres. Des mouvements comme Y en a marre au Sénégal ou le Balaï citoyen au Burkina Faso montrent que la résistance n'est plus marginale. Le point de bascule approche. Rester spectateur ou prendre part à la lutte. Face à la Black Winter, l'heure est venue de faire un choix décisif. C'est un moment charnière comparable à la période des indépendances dans les années 60, où chaque choix, coopération ou soumission a eu des conséquences sur plusieurs générations. Le Sahel se trouve à un carrefour décisif. Chute ou renaissance qui tient vraiment les rênes de notre avenir. Devant nous, un choix historique s'impose. Les décisions d'aujourd'hui ne marqueront pas seulement ce siècle, mais façonneront aussi la dignité et la stature de l'Afrique dans le monde. Un peu comme l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, a dû choisir entre la division et l'unité économique, l'Afrique doit aujourd'hui choisir sa voie. D'un côté, la rupture fracassante avec la CEDEAO par l'Alliance des États du Sahel bouleverse l'ordre établi. En créant leur propre banque d'investissement, ces nations cherchent à briser le joug financier qui les maintenait dans la dépendance. C'est le premier pas, risqué mais nécessaire, vers une souveraineté économique authentique. Ce choix rappelle celui de la création de la Banque asiatique de développement dans les années 60, qui a permis à certains pays d'Asie de s'émanciper du FMI et de la Banque mondiale. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Désormais, la reprise totale du contrôle sur les ressources stratégiques devient la priorité. Le franc CFA, symbole d'une tutelle coloniale persistante, est remis en cause. L'or, l'uranium, le coton, le pétrole, autant de richesses à mettre au service d'un avenir africain maîtrisé. Le succès du Botswana, qui a nationalisé ses mines de diamants, prouve qu'une gestion souveraine des ressources peut transformer un pays autrefois pauvre en modèle de stabilité et de prospérité. Ce sursaut de volonté dérange. Très vite, sanctions, campagnes médiatiques hostiles et tentatives d'isolement diplomatique se multipliant, surtout orchestrées par les puissances occidentales. L'objectif ? Étouffer cet élan d'émancipation avant qu'il ne devienne irréversible. Mais la pression ne brise pas la détermination. L'histoire du Zimbabwe, malgré les difficultés, montre qu'un peuple qui refuse de plier finit par forcer le respect sur la scène internationale. Ce vide provoqué attire de nouveaux acteurs. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, ces pays proposent de nouveaux partenariats, bousculant le monopole occidental. Le Sahel diversifie ses alliances, négocie en position de force et refuse désormais l'unilatéralisme imposé. Ces mutations rappellent la manière dont l'Amérique latine a, dans les années 2000, multiplié les alliances avec la Chine pour échapper à l'emprise du FMI. Pourtant, rien n'est acquis. L'échec du projet d'indépendance ouvrirait la voie à la fragmentation ethnique, aux guerres par procuration et à une misère aggravée par l'extérieur. Le spectre d'un territoire transformé en laboratoire de pillage et de manipulation continue de rôder. Le sort du Soudan du Sud, victime de la fragmentation et de l'ingérence, est un avertissement pour toute l'Afrique. À l'inverse, si l'union et la volonté l'emportent, un bloc souverain pourrait émerger, bousculant la hiérarchie mondiale. L'Afrique cesserait d'être un simple fournisseur de matières premières. Elle deviendrait une puissance capable d'imposer ses conditions et de réinventer les équilibres globaux. C'est le scénario du miracle asiatique, où la Corée, Taïwan et Singapour ont su transformer leur dépendance en autonomie grâce à l'unité, l'éducation et l'innovation. Ce choix n'appartient pas qu'aux chefs d'État. Il engage chaque citoyen, chaque famille, chaque membre de la diaspora. L'avenir de nos enfants, la valeur de notre labeur, la réputation d'un continent tout entier sont en jeu. La fracture ou la renaissance dépendront à la fois de décisions politiques et de la capacité collective à résister et à inventer de nouvelles solidarités. En Afrique du Sud, ce sont les réseaux communautaires, les églises et les associations de quartier qui ont permis de renverser l'apartheid, bien plus que les seules décisions des leaders politiques. Mais la souveraineté ne se proclame pas.
Elle se construit dans les actes quotidiens. Gestion transparente des finances, éducation de la jeunesse, lutte contre la corruption, innovation, unité face à l'adversité. C'est là, sur le terrain, loin des discours, que tout se jouera. Dans chaque marché local, chaque atelier, chaque école, se trouve la véritable force d'émancipation. Les coopératives agricoles du Rwanda, qui ont permis au pays de sortir de la famine après le génocide, sont la preuve vivante que la reconstruction passe par l'action collective. Mais derrière cette lutte pour l'indépendance se cache une offensive plus sournoise, la Black Winter. Cette stratégie, loin d'être une simple métaphore, vise à geler tout espoir de progrès africain. Elle s'infiltre dans les failles, exploite les divisions et cherche à convaincre que le changement est impossible. C'est le piège du fatalisme, que tant de peuples colonisés ont connu avant de se libérer. La souveraineté véritable se joue dans chaque décision, chaque mot prononcé, chaque franc ou euro gardé loin des griffes étrangères. La révolution du Sahel ne se limite pas aux armes ou aux discours. Elle s'enracine dans l'ordinaire, dans les marchés, les réunions familiales, les efforts partagés entre villages et nations. Ici, l'information se transforme en bouclier. La vigilance collective devient la première ligne de défense. Lorsque le Burkina Faso, le Niger et le Mali allient leurs forces, leurs économies et leur destin, ils bâtissent un mur invisible que nul tracé colonial ne peut percer. Cette alliance, fondée sur la confiance et la transparence, inquiète plus que tout les grandes puissances, car elle brise leur vieux jeu de la division. Mais l'unité sans rigueur n'est qu'une illusion. L'histoire africaine regorge de serments trahis, d'alliances fragiles, de rêves vendus pour quelques profits immédiats. Cette fois, il faut ériger des gouvernances à l'épreuve de la corruption, où chaque choix engage l'avenir de millions de femmes et d'hommes. Refuser les raccourcis faciles, c'est protéger la terre des ancêtres et résister à l'emprise étrangère. Traoré l'a compris. La révolution commence dans les gestes quotidiens, dans le refus du pot de vin, dans le courage de voter selon sa conscience, dans le rejet de la fatalité. Le combat est aussi mental. Trop longtemps, la jeunesse africaine a été dressée à attendre, à subir, à s'en remettre au hasard. Désormais, chaque génération doit apprendre qu'elle détient la plume de son destin. Imaginer un Sahel maître de ses mines, de ses frontières, de ses décisions, voilà l'audace qui dérange les profiteurs de l'ordre établi. Un peuple convaincu de sa puissance ne se laisse plus bercer par les discours de renoncement. Il se lève, il crée, il s'impose. Pour ressentir la force de ce changement, il suffit d'écouter Amanata. À près de 85 ans, cet aïeul de Kaya a traversé les sécheresses, les indépendances déçues, l'exil de ses enfants vers l'Europe. Aujourd'hui, pour la première fois, elle parle d'espoir. Désormais, mes petits-enfants veulent rebâtir le pays au lieu de partir. Amanata incarne ce souffle neuf. La transmission, la promesse que les sacrifices d'hier n'auront pas été vains si l'intégrité et la solidarité prennent racine. Autour d'elle, de jeunes coopérateurs lancent donc des projets d'irrigation, de microcrédit, de formation agricole, afin d'offrir un avenir sur place. Discipline et institutions solides sont le socle de toute victoire durable. Sans elles, même la plus belle alliance révolutionnaire s'effondre, laissant place aux manipulations et à la division. La vraie conquête ne se jauge pas en armes ou en slogans, mais dans la capacité à construire des institutions qui résistent à toutes les tempêtes, année après année. Les constitutions africaines doivent être renforcées, les mécanismes de contrôle citoyen généralisés. Le Botswana, grâce à sa stabilité institutionnelle, a su éviter la malédiction des ressources naturelles. Alors, quel sera l'engagement de chacun dans cette transformation ? Car face à l'histoire, chaque geste, chaque voix, chaque main compte. Refuser de détourner le regard, c'est déjà participer à l'écriture d'une Afrique nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais d'agir, monter une coopérative, parrainer l'éducation d'une fillette, lancer une campagne de sensibilisation, investir dans l'économie locale, interpeller ses élus. Chacun peut être le maillon d'une chaîne solidaire. Mais ce nouveau souffle, aussi prometteur soit-il, fait face à des ennemis puissants et déterminés. Pour comprendre la suite, il faut regarder la réaction de ceux qui, depuis l'extérieur, voient leur emprise vaciller. Les puissances étrangères, sentant leur contrôle menacé, intensifient leurs tentatives de déstabilisation. Embargo, manipulation des cours mondiaux, pression sur les institutions financières internationales. En 2023, la suspension des aides au développement par certains pays européens a plongé des milliers de familles burkinabées dans la précarité dans l'espoir de briser la résistance du gouvernement. Mais la population soudée a organisé des collectes locales et développé des réseaux de solidarité pour pallier le manque.
Cette résilience rappelle celle du peuple cubain face à l'embargo américain, ou du Vietnam lors du blocus des années 70. Le feu de l'Afrique ne s'éteindra pas, c'est à chacun d'entre nous d'y verser aujourd'hui son étincelle. L'histoire regorge de peuples qui, face à l'adversité, ont su transcender les obstacles pour inventer un avenir meilleur. Les Sud-Coréens, après la guerre, ont bâti un pays moderne en une génération, grâce à l'éducation, la discipline et la solidarité. Rien n'interdit à l'Afrique d'emprunter le même chemin. Après tout ce que nous venons de révéler, la question n'est plus de douter de l'hiver noir, mais de savoir si nous aurons la force d'y opposer la chaleur de notre engagement. Les puissances étrangères ont tout misé sur le froid, figer nos rêves, geler nos ressources, éteindre nos ambitions. Mais l'Afrique n'est pas un échiquier pour puissants, c'est la terre de peuples debout, dignes face au vent contraire. Choisir la souveraineté, ici et maintenant, c'est refuser la soumission aux anciens maîtres du jeu. Comme l'affirme Ibrahim Traoré, nous n'avons plus à attendre qu'on nous offre un avenir. Nous irons le forger de nos propres mains. Oui, cette lutte est risquée. Mais ce qui se joue, c'est l'avenir du continent, la dignité de nos enfants, notre droit de choisir nos partenaires et de fixer nos propres règles. Certains diront qu'il est trop tard, que l'hiver a déjà tout gelé, que la dépendance est inscrite pour 100 ans. Mais l'histoire prouve que ceux qui s'organisent, qui apprennent, qui osent briser l'ordre établi, deviennent les bâtisseurs d'époques nouvelles. Cette génération sur le continent comme dans la diaspora porte déjà cette flamme de briser les chaînes et de réécrire le destin. Ce combat ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille, ni dans les bureaux dorés des États. Il se joue dans chaque choix, chaque voix, chaque refus de la résignation. Défendre l'éveil du Sahel, c'est affirmer que la paix ne s'achète pas avec notre liberté, que nos richesses ne sont pas à vendre, que notre silence n'est plus une option. La souveraineté n'est pas un mot creux, c'est un engagement quotidien. Où que vous soyez, à Ouagadougou, à Paris, à New York ou à Bamako, chaque geste compte. S'informer, relayer, investir, éduquer, organiser, résister à la peur. L'avenir n'est pas figé, il se façonne dans le courage de chacun d'entre nous. L'hiver noir n'est pas une fatalité. Le feu de l'Afrique a résisté à des siècles de tempêtes. Il ne demande qu'à être ravivé. À vous, à nous tous, d'ajouter aujourd'hui notre étincelle pour que l'hiver imposé cède la place au printemps de la souveraineté. Car, au bout du compte, la question n'est plus de savoir qui gagnera, mais qui osera choisir la chaleur de la dignité sur la froideur de la soumission. L'Afrique est prête, et vous ?